Vous avez peut-être déjà entendu parler de la tradition de la polyandrie au Tibet ou au sein de la communauté Tamang, mais aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire venue de la terre de la paix, le Népal, où la polyandrie est considérée comme la structure idéale pour un mariage réussi. Les femmes népalaises sont indépendantes dans leur vie, décisives dans leur travail, et elles servent d'exemple lumineux pour façonner l'avenir de leur pays. Bien qu'elles aient une voix dans la société et soient proactives dans leur vie, les femmes népalaises sont encore confrontées à des règles déconcertantes et à des coutumes dépassées. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans cette découverte. Le Népal est souvent considéré comme la terre de la paix en raison de l'harmonie religieuse et culturelle du pays, ainsi que de ses paysages naturels majestueux et sereins. En tant que berceau du mont Everest et de nombreux sommets de l'Himalaya, le Népal offre un sentiment de paix et de sacré à la fois à ses habitants et à ses visiteurs. De plus, le Népal est le lieu de naissance de Siddhartha Gautama, le Bouddha, à Lumbini. Ce qui explique en partie pourquoi beaucoup considèrent le Népal comme une terre sainte et tranquille. La diversité religieuse, avec la coexistence pacifique des confessions hindoues, bouddhistes, musulmanes et indigènes, contribue davantage à l'image d'une nation pacifique et amicale. Malgré des périodes de difficultés politiques et sociales, le peuple népalais a su maintenir un fort sentiment d'harmonie et d'unité, faisant du Népal un symbole mondial de paix. Les Népalais sont réputés pour leur amabilité, leur gentillesse et leur générosité. Ils sont toujours prêts à aider les autres et à offrir une hospitalité chaleureuse aux visiteurs du monde entier. Les Népalais sont également très appréciés pour leurs soins et leur politesse dans leurs interactions quotidiennes, des simples salutations à la manière dont ils s'engagent dans leur communauté. Leur nature aimable et leur respect des traditions ont favorisé une société harmonieuse où les valeurs familiales, la communauté et la religion jouent toutes un rôle important. Les Népalais vivent souvent en harmonie avec l'environnement naturel et la culture diversifiée du pays, laissant une impression positive durable à quiconque leur rend visite. Michael, un explorateur britannique, a partagé que lors de son voyage pour conquérir le mont Everest, il a ressenti un soutien incroyable de la part des Sherpas. Non seulement ils lui ont fourni des connaissances et des compétences essentielles pour l'alpinisme, mais ils sont également restés optimistes, rassurant les grimpeurs internationaux. Il a dit « Ce sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées ». De même, Tobias, un photographe allemand, a passé beaucoup de temps à capturer les paysages et les habitants du Népal. Il a raconté qu'il a toujours reçu de l'aide des locaux, que ce soit pour trouver les meilleurs endroits pour photographier ou pour engager des conversations amicales. Tobias a remarqué, ce sont des gens au cœur ouvert, toujours prêts à aider sans rien attendre en retour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un du Népal ou vécu une hospitalité similaire lors de vos voyages? Hansantu. Comment c'était? Quels autres pays, selon vous, ont des habitants tout aussi chaleureux et accueillants? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Les principaux modes de transport au Népal sont les calèches tirées par des chevaux et les chars à bœufs. Et la population locale est assez détendue et ouverte. En fait, les femmes peuvent même se baigner en plein air sans aucune hésitation ni gêne. Un aspect culturel qui surprend souvent les visiteurs est la coutume locale du bain en plein air. Dans certaines régions, on peut voir des femmes se baigner dans les rivières, les ruisseaux ou les cascades. Bien que cela puisse paraître étranger aux touristes, c'est une pratique profondément ancrée dans les traditions et le mode de vie népalais pour les locaux. Se baigner à l'extérieur est une habitude prise dès l'enfance. Certains observateurs pensent que cela reflète un niveau de liberté et de respect au sein de la société népalaise, car les individus continuent de respecter leurs coutumes sans être jugés par les autres. Cependant, il est regrettable que les femmes népalaises ne soient pas aussi chanceuses qu'on pourrait le penser. Une tradition séculaire appelée Chhaupadi affecte les femmes, en particulier pendant leurs règles. Cette pratique, basée sur d'anciennes croyances, suggère que les femmes sont impures pendant leur menstruation.
ce qui conduit à leur isolement de leur famille. Pendant cette période, les femmes sont souvent obligées de rester à l'extérieur de la maison, généralement dans une cabane ou un abri séparé. On leur déconseille également d'interagir avec certains aspects de la vie quotidienne, comme toucher les plantes ou les animaux, par crainte de leur nuire. Bien que la Cour suprême du Népal ait officiellement ordonné l'arrêt du Chopadi en 2015, la pratique se poursuit dans certaines régions rurales et montagneuses où les progrès sont lents. Selon vous, qu'est-ce que la polyandrie? Ne partez pas tout de suite, ce que je vais vous révéler va vous surprendre. Mais avant de commencer, j'ai une petite faveur à vous demander, qui ne prendra que 10 secondes. Si vous pouvez nous aider, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Selon un article publié dans Psychology Today, la plupart des communautés polyandres ont pour coutume le partage de l'épouse entre frères, notamment au Népal. Il existe un groupe près de l'Himalaya où il est courant pour un foyer d'avoir jusqu'à 5 maris et une seule femme. La raison en est que les terres cultivables sont extrêmement rares, non, et si la terre était divisée entre les frères, chacun ne recevrait qu'une très petite parcelle. De plus, les rudes conditions hivernales de cette région rendent l'agriculture très difficile, nécessitant les efforts collectifs de plusieurs personnes. Ainsi, la polyandrie, où une femme épouse plusieurs maris, souvent des frères, devient la norme. Selon la population locale, ce système sert également de forme de contrôle des naissances, aidant à réguler le nombre d'enfants nés, ce qui correspond aux ressources naturelles limitées disponibles. Si un homme a plusieurs femmes, il est susceptible d'avoir plus d'enfants qu'une femme avec plusieurs maris. De plus, la pratique de plusieurs frères épousant une seule femme aide également à protéger les biens familiaux, tels que la terre et le bétail, contre la transmission à des étrangers. La même étude indique qu'une famille avec 3 frères est considérée comme la structure comme la structure idéale pour un mariage réussi. Cela permet aux parents de répartir clairement les responsabilités entre les 3 hommes adultes. L'un s'occupe des champs, l'un s'occupe du bétail et l'un fait le commerce du sel. Dans les années 1980, l'anthropologue Nancy Hu Levine de l'Université de Californie, États-Unis, a mené des recherches approfondies sur la vie sociale du peuple Ninba et a noté que lorsque le fils aîné d'une famille atteint l'âge de se marier, les parents choisissent une épouse pour lui. Formellement, en termes de mariage, la belle-fille est l'épouse du frère aîné, mais les jeunes frères sont également inclus dans le mariage. Cela signifie que les parents marient essentiellement la femme à tous les frères, l'aîné servant de mari représentant. En conséquence, tout au long de l'année, les 3 frères voyagent à tour de rôle pour le travail, parfois pendant des semaines ou même des mois. Pendant ce temps, le frère qui reste à la maison assume le rôle de mari, avec l'unique épouse qu'ils partagent tous. Il existe une entente mutuelle entre eux selon laquelle la tolérance, la patience et la compréhension entre les maris et avec la femme sont essentielles. C'est la clé pour maintenir un mariage harmonieux. Et vous? Que penseriez-vous de partager une épouse avec vos propres frères? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Les femmes népalaises sont un symbole puissant de résilience et de fierté culturelle, de la direction de leur famille à la préservation de coutumes séculaires. Elles jouent un rôle essentiel dans la formation de l'identité culturelle unique du Népal, qu'elles participent à des festivals religieux colorés ou à d'anciennes cérémonies. Leur engagement inébranlable à maintenir le cœur culturel de la nation est indéniable. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur force face à l'adversité. Par exemple, lors du tremblement de terre au Népal en 2015, de nombreuses femmes ont fait preuve de courage. Organisant les secours et maintenant leurs familles unies pendant une période incroyablement difficile, depuis la transition du Népal de la monarchie absolue au début des années 90, le rôle des femmes a considérablement évolué,
en particulier en politique, grâce à des réformes progressistes, comme l'introduction d'un système de quotas de genre. 33% des sièges parlementaires sont désormais réservés aux femmes. Cette politique révolutionnaire a permis aux femmes de façonner activement l'avenir du pays en occupant des postes à la Chambre des représentants et à l'Assemblée nationale, au-delà de la politique. Les femmes népalaises sont des voix puissantes dans le plaidoyer social. Beaucoup sont engagées dans l'activisme, défendant des causes comme l'égalité des sexes et les droits des femmes à travers diverses ONG et mouvements communautaires. Leur travail est essentiel pour conduire le changement social et créer une société plus équitable. Des femmes comme Sapana Pradhan-Mala, une figure éminente de la Cour suprême, sont des exemples éclatants de l'impact des femmes dans le droit et les droits de l'homme, tant au niveau national qu'international. En 2024, le Népal occupe une position louable, se classant dans le top 30 mondial en matière d'émancipation politique, un témoignage de l'engagement du pays en faveur de la parité des sexes. Cependant, l'inégalité économique reste un défi, car les femmes gagnent beaucoup moins que leurs homologues masculins, avec un revenu annuel moyen d'environ 1 250 $, soit environ 1 071 €, contre 2 350 $, soit environ 2 031 € pour les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le rôle des femmes au Népal? Pensez-vous que d'autres pays peuvent s'inspirer peuvent s'inspirer des réformes progressistes du Népal? Laissez un commentaire ci-dessous, je suis vraiment curieux de connaître votre avis. Le Népal est un pays en développement avec une économie qui repose en grande partie sur l'agriculture et les ressources naturelles. Le revenu par habitant au Népal est plus faible que dans certains autres pays, divers facteurs, tels que la géographie du pays, les catastrophes naturelles et les défis liés aux infrastructures et aux systèmes éducatifs ont influencé son état économique actuel. Selon les données de la Banque mondiale, en 2023, le taux de chômage au Népal était d'environ 11%. En raison des possibilités d'emploi limitées dans certaines régions, de nombreux jeunes cherchent du travail à l'étranger, dans des pays comme l'Inde, les États du Golfe, la Malaisie et la Corée du Sud. Ces travailleurs expatriés envoient des transferts de fonds à leurs familles, ce qui est devenu une partie essentielle de l'économie népalaise. Le gouvernement népalais travaille activement sur des initiatives de développement économique pour créer davantage d'opportunités dans le pays, en mettant l'accent sur l'amélioration des infrastructures, la promotion du tourisme et l'investissement dans des secteurs comme les énergies renouvelables. L'objectif est d'améliorer la disponibilité des emplois et d'élever le niveau de vie de ses citoyens. Le Népal est une mosaïque culturelle mystérieuse et une terre de diversité ethnique. Avec des traditions riches et uniques, selon le roi Prithvi Narayan Shah, le Népal est un jardin commun de 4 castes et de 36 groupes ethniques, où les gens vivent ensemble en paix depuis des siècles. Il n'est certainement pas exagéré de dire que le Népal est un carrefour de diverses races et tribus. L'art, la culture et la religion font partie intégrante de l'identité unique du peuple népalais. Ces traits distinctifs s'expriment à travers la religion, les festivals, la nourriture, les boissons, la langue, la musique, les folklore, la philosophie, et plus encore. Les Tibéto-Birmanes du Nord et les Indo-Aryens du Sud sont les deux groupes qui ont le plus influencé leurs coutumes respectives. Le peuple Sherpa, qui vit principalement dans la région de l'Himalaya, se rend au Tibet pour le commerce du riz et les échanges culturels. Fortement influencés par la culture tibétaine, les brahmanes et les Kshétris vivent dans tout le pays, principalement engagés dans l'agriculture et l'élevage. En revanche, les Newars, plus axés sur le commerce, résidant principalement dans la vallée de Katmandou et les villes du Népal. Comparé à d'autres pays avec des distances de voyage similaires et des services équivalents, le Népal est une destination économique. C'est une terre mystique avec des activités incroyablement excitantes. Mais comme elle n'est pas très connue, le nombre de touristes y est encore relativement faible. Ce qui distingue le Népal,
c'est son accent sur l'exploration en plein air. Ici, vous ne trouverez pas les complexes de divertissement modernes, serment et coûteux que vous pourriez rencontrer dans des pays plus développés. Au lieu de cela, le Népal offre des expériences authentiques, Kamathin, comme la randonnée à travers l'Himalaya ou la visite d'anciens temples, Piskartoeti, qui vous permettent de vous connecter avec la nature et la culture, tout en maintenant vos dépenses de voyage basses. En moyenne, vous pouvez savourer de délicieux repas locaux pour seulement environ 10 dollars par jour, soit à peu près 9 euros, et trouver un hébergement confortable pour environ 18 à 20 dollars par nuit, ce qui équivaut à une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Ces prix font du Népal une option extrêmement abordable par rapport aux coûts élevés que vous rencontreriez dans d'autres pays très touristiques. De plus, avec la popularité croissante du Népal comme destination de voyage, c'est peut-être le moment idéal pour le visiter avant que le secret ne soit éventé. Le Népal serait-il sur votre liste de voyages après avoir appris à quel point il est abordable? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La cuisine népalaise est fortement influencée par les traditions culinaires sud-asiatiques, en particulier celles de la Chine et de l'Inde. Cependant, ce pays parvient toujours à apporter ses propres saveurs uniques et distinctes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des ingrédients courants comme les lentilles, les viandes maigres, les tomates, les pommes de terre, le yaourt, l'ail et le cumin sont largement utilisés. Mais d'une manière ou d'une autre, les Népalais ont le don de transformer ces ingrédients simples en plats incroyablement délicieux et irrésistibles. La religion principale du Népal est l'hindouisme. C'est la patrie du dieu Shiva. Avec le temple de Pashupatinath, qui est un lieu de pèlerinage pour les hindous du monde entier chaque année, selon les données officielles du recensement de 2011, 81,3% de la population népalaise pratique l'hindouisme, tandis qu'environ 9% sont bouddhistes. De plus, le Népal compte une communauté musulmane environ 4,4%, ainsi que de plus petits groupes de religions indigènes, de christianisme et d'autres systèmes de croyances. Le Népal était le seul pays au monde à avoir l'hindouisme comme religion d'État jusqu'à ce qu'il devienne une république laïque en 2008. Que vous séjourniez dans un hôtel 5 étoiles ou dans un petit salon de thé pour une collation, il est recommandé d'éviter de boire l'eau du robinet. La plupart des établissements fournissent de l'eau potable, mais s'ils n'en ont pas, emportez toujours votre propre bouteille d'eau. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours consulter votre guide. Il est également sage d'éviter d'utiliser l'eau du robinet pour des tâches comme rincer votre brosse à dents au Népal. Il est important d'être conscient des sensibilités culturelles. Par exemple, toucher la tête de quelqu'un est considéré comme irrespectueux. Selon les croyances locales, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, et seuls les moines ou les parents sont autorisés à la toucher. Lorsque vous interagissez avec des femmes, il est préférable d'éviter tout contact physique, comme les poignées de main. Ah, ça passe, ça face à améliore. Un namasté respectueux avec un sourire est une salutation culturellement appropriée et appréciée. Bien que les tendances de la mode moderne aient influencé le Népal, de nombreuses personnes ont encore des valeurs conservatrices en matière d'habillement. Pour montrer du respect pour les coutumes locales, il est conseillé de porter des vêtements modestes et d'éviter les tenues trop révélatrices pendant votre visite. De plus, les démonstrations d'affection en public entre hommes et femmes sont généralement mal vues au Népal. Des comportements qui pourraient être considérés comme acceptables dans d'autres pays, comme se tenir la main ou s'embrasser en public, pourraient être perçus comme inappropriés au Népal, niché au cœur du puissant Himalaya. Le Népal ressemble à une pierre de jade, abritant des trésors culturels uniques et des paysages naturels impressionnants. Cette petite terre, coincée entre deux grandes cultures, la Chine et l'Inde, possède une beauté distincte qui attire les voyageurs du monde entier. La majorité de la population suit l'hindouisme, vénérant le seigneur Shiva.
Considéré comme le protecteur du pays, le temple de Pashupatinath, le plus sacré du Népal, attire des pèlerins hindous du monde entier pour des voyages spirituels. Voici ensuite quelques-uns des temples les plus célèbres du Népal à ne pas manquer pour ceux qui apprécient le tourisme spirituel indien, le Stupa de Bodhnath, également connu sous le nom de Kasa Chaitya ou Dhyarung Kashor, est un immense stupa bouddhiste situé au sommet d'une colline étroite à Katmandou. Au Népal, c'est l'un des plus grands stupas du monde et il a été reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. On pense que le stupa a été construit au 5e siècle et c'est l'un des sites de pèlerinage bouddhiste les plus importants du Népal. Le stupa suit un design classique, avec un dôme blanc massif et une flèche dorée au sommet. Chaque partie du stupa a une signification symbolique. Les grands yeux de Bouddha, peints sur les 4 côtés du stupa, font face aux 4 points cardinaux. Au-dessus des yeux se trouve le 3e œil, représentant la sagesse éclairée, tandis qu'en dessous se trouve ce qui ressemble à un nez, mais qui est en fait le symbole népalais pour un, signifiant l'unité. Le stupa de Swayambhunath, également connu sous le nom de Temple des Singes, est un temple bouddhiste perché sur une colline surplombant Katmandou. On pense qu'il a été construit au 5e siècle et c'est l'un des temples les plus sacrés du Népal. Son dôme blanc et sa flèche dorée ressemblent à ceux de Bodhnath. Mais son emplacement sur une colline surplombant la capitale lui donne une atmosphère complètement différente. Une caractéristique qui rend Swayambhunath célèbre est la présence des singes espiègles qui y vivent, aisant. Selon la légende, ces singes sont des incarnations du dieu Hanuman, envoyés pour protéger le stupa. Les visiteurs les rencontrent, souvent grimpant aux arbres, sur les toits des temples et même sur leurs épaules. Le temple de Pashupatinath, situé sur les rives sacrées de la rivière Bagmati à Katmandou, au Népal, a été construit au 5e siècle et est dédié au seigneur Shiva, le dieu de la destruction et de la renaissance dans l'hindouisme. Le temple principal, fait de bois et de pierres sculptées, abrite un lingam en pierre, un symbole du pouvoir de fertilité de Shiva. Autour du temple principal se trouvent des centaines de temples et de sanctuaires plus petits, chacun dédié à divers dieux et déesses. Les visiteurs peuvent assister à des pèlerins accomplissant des rituels religieux, se baignant dans la rivière Bagmati, ou même incinérant leurs proches décédés. Le temple de Pashupatinath est une visite incontournable pour ceux qui s'intéressent à la culture et à la religion hindoue. Situé à Lumbini, le temple de Mayadevi marque le lieu de naissance de Siddhartha Gautama, le Bouddha, et est l'un des temples les plus célèbres du Népal. Le temple de Mayadevi à Lumbini a été construit au IIe siècle avant notre ère pour commémorer la naissance du Bouddha par la reine Mayadevi sous un arbre de la Bodhi. La caractéristique la plus frappante du temple de Mayadevi est son jardin sacré. Considéré comme l'endroit exact où le Bouddha est né, cette zone est entourée de murs de verre et comporte un petit étang en son centre. Les visiteurs peuvent se promener le long des sentiers du jardin et admirer une statue dorée du Bouddha enfant. Le temple principal a une forme carrée avec un dôme pointu, entouré de murs de briques rouges. À l'intérieur, il y a une statue en pierre de la reine Mayadevi, enceinte du Bouddha. Le monastère de Kopan est un monastère bouddhiste tibétain situé à Katmandou, réputé pour ses cours de méditation. C'est un endroit fantastique pour en apprendre davantage sur le bouddhisme tibétain et faire l'expérience de la vie monastique. Le monastère de Kopan, fondé en 1969 par Lama Thubten Yeshe et Lama Zopa Rinpoché, est situé sur la colline de Kopan à Katmandou. Il est rapidement devenu un centre important pour l'étude et la méditation bouddhiste et Kopan est célèbre pour ses retraites de méditation qui attirent des visiteurs du monde entier. Ces cours sont dispensés par des moines bouddhistes expérimentés et fournissent une base solide en philosophie bouddhiste et en pratique de méditation. Changunarayan, un temple hindou dédié au seigneur Vishnu, l'un des 3 principaux dieux hindous, et le plus ancien temple hindou de la vallée de Katmandou et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple principal a une forme carrée avec un dôme pointu et est orné de sculptures complexes. En son centre municipalitas complexe, tantissimo chichi pa vedeneandisect.
À l'intérieur du temple, il y a une statue en pierre du seigneur Vishnu. Le parcours du Népal pour devenir une république est remarquable. C'était autrefois une monarchie, avec le roi Birendra exerçant une influence significative sur le gouvernement. Dans les années 1990, des appels à la réforme ont commencé à émerger, conduisant à des changements importants dans le paysage politique du pays. En 2006, des mouvements de grande ampleur prônant des réformes démocratiques ont conduit à la fin de la monarchie, et le Népal a adopté son nouveau statut de république démocratique. Ce fut un moment clé dans l'histoire de la nation, marquant son engagement envers une nouvelle forme de gouvernance. Aujourd'hui, le Népal se présente comme une nation résiliente, mêlant son système démocratique à un profond respect pour ses riches traditions culturelles et spirituelles. Le drapeau national du Népal n'est pas rectangulaire comme ceux des autres pays. Il se compose de 2 triangles superposés. Ce symbole combine des éléments de l'hindouisme et du bouddhisme. La couleur rouge représente le rhododendron, la fleur nationale du Népal, symbolisant la victoire et la paix. La lune signifie la sérénité et le temps frais des montagnes de l'Himalaya, tandis que le soleil représente la chaleur des régions basses du Népal. Le Népal possède un système montagneux et forestier diversifié, et il revendique fièrement 7 des plus hauts sommets du monde, tous situés à l'intérieur de ses frontières. Pour cette raison, si vous êtes un randonneur passionné, les chaînes de montagnes du Népal sont des lieux que tout aventurier rêve de conquérir. Bien que le voyage puisse parfois être difficile, les récompenses en valent largement la peine. Une fois que vous atteignez le sommet, vous êtes accueilli par une atmosphère sereine, paisible et une beauté naturelle à couper le souffle. Les nuages qui flottent autour de vous donnent l'impression de vivre dans un paradis céleste. Explorer le Népal est une aventure incroyable, offrant aux voyageurs d'innombrables expériences passionnantes, telles que l'alpinisme, la randonnée en forêt et même l'exploration de la faune. De plus, le pays a développé une gamme de services touristiques avec des activités récréatives palpitantes, notamment le snowboard, les vols en montgolfière, le parapente et le saut à l'élastique. Soyez assurés que toutes ces expériences vous garantiront des vacances inoubliables. Le Yéti, ou l'abominable homme des neiges, est une figure mystérieuse du folklore himalayan, d'une apparence plutôt énigmatique. Le Yéti est décrit comme une grande créature pesant entre 91 et 181 kg. Ou Tistetron, avec une fourrure brun rougeâtre ou gris foncé, laissant souvent des empreintes dans la neige blanche. Malgré de nombreuses expéditions menées pour vérifier l'existence du Yéti dans l'Himalaya, il reste à ce jour un mystère non résolu. Contrairement à l'image de l'Himalaya couvert de neige, le Népal est souvent appelé la forêt verte d'Asie, en raison de sa remarquable biodiversité. Cette région abrite des espèces rares et menacées, dont beaucoup, selon les chercheurs, n'ont pas encore été entièrement découvertes. Le Népal abrite 360 espèces d'orchidées, ce qui représente 2% des espèces d'orchidées du monde et 6% des espèces de rhododendrons du monde. Mettant en valeur la riche flore de la région, le pays abrite également plus de 30 espèces d'animaux sauvages, 800 espèces d'oiseaux, 650 espèces de papillons et 6000 espèces de papillons de nuit. Parmi les animaux notables, on trouve le rhinocéros, le tigre du Bengale, le crocodile, le léopard des neiges, le pandarou et l'ours noir de l'Himalaya. Avec sa biodiversité unique et sa réputation mondiale pour son importance environnementale, le Népal est célébré dans le monde entier. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.